Des vignes à Londres, des oliviers à Berlin, le changement climatique transforme radicalement les paysages agricoles en Europe. De nouvelles cultures émergent dans des régions autrefois inadaptées, reflétant des bouleversements climatiques majeurs. Quels sont les enjeux pour les agriculteurs face à ces mutations rapides? On en parle tout de suite avec Serge Zaka, qui est docteur en agroclimatologie, c'est-à-dire un expert des liens entre le climat et l'agriculture, et qui échange tout de suite avec Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences au Point. Il n'est pas interdit de les applaudir. Merci beaucoup Boris, merci à vous tous d'être venus et à Serge, parce que vous allez voir, quand on parle avec Serge, on a la patate très vite, parce qu'en fait vous allez voir, lui aussi il parle du long terme comme Jean Tirole, il n'a pas du tout de langue de bois sur la situation, qui est assez grave, sur ce qu'on s'apprête à vivre. On a des cartes aussi que Serge va nous montrer, mais en même temps il va donner de la nuance, et puis il va montrer qu'il y a des solutions. Très rapidement, et après on va vers les sujets très sérieux. Serge a planté des arbres fruitiers, il va nous expliquer pourquoi. Il sort une BD, c'est un super cadeau de Noël, et dans quelques mois une bio lui sera consacrée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'agroclimatologie, Serge? Du coup, merci pour cette introduction, Guillaume. Alors l'agroclimatologie, qui est mon cœur de métier, je suis docteur en agroclimatologie, se divise en deux branches. C'est assez technique, mais je vais quand même essayer de vous vulgariser ça. La première branche, c'est l'agrométéo. En gros, si vous êtes un producteur d'abricots, votre abricot est en fleurs, vous regardez les prévisions météo. La météo, c'est le court terme. Dans les prochains jours, il y a du gel de prévu. Qu'est-ce que je dois faire pour protéger mes fleurs? Voilà, ça c'est de l'action, décision, terrain. L'agrométéo, c'est ce qui se passe dans la semaine à venir. L'agroclimatologie, c'est différent, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça se passe plutôt à long terme. Ça fait intervenir des décisions socio-économiques et politiques, donc pas seulement des agriculteurs. Si je reprends l'exemple de l'abricot, c'est de me poser les questions. Est-ce que j'aurai plus de gel après fleurs en 2070? Est-ce que tout simplement mon abricotier sera toujours dans la région? Est-ce que je dois changer d'espèce? Est-ce que je dois changer de variété? Est-ce que je dois préparer économiquement parlant l'arrivée d'une nouvelle espèce sur le territoire? Donc c'est beaucoup plus socio-économique et politique. Donc deux branches dans mon métier. Deux branches. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, tu dis que le dérèglement est là, il va continuer, le réchauffement aussi, mais qu'il y a des solutions. Et il faut s'abstenir des solutions trop simplistes. Peut-être l'irrigation, ça peut rassurer un moment, mais ça fait pas tout, quoi. Ça va pas enlever le stress thermique, par exemple. Le stress thermique. Par exemple. Thermique. En réalité, l'agroclimatologie est une science de solution. C'est une science qui se garde le long terme. Malheureusement, celle que vous connaissez le plus comme solution, c'est souvent la génétique, l'irrigation. Parfois, on peut mettre quelques haies, on peut un petit peu moins labourer le sol. Vous les connaissez, vous les voyez régulièrement sur BFM TV, dans les médias. On parle beaucoup d'irrigation, on parle beaucoup de génétique. Il y a beaucoup de choses qui sont méconnues. De méga-bassines, etc. Oui, les méga-bassines, les réserves de substitution sont aussi des solutions à court terme. Par contre, si on ne regarde pas l'après, c'est-à-dire que si on me dit, j'ai mis une réserve de substitution, j'ai mis une bassine, j'ai de l'irrigation, si je ne regarde pas ce qui se passe sur mon sol dans plusieurs dizaines d'années, si je n'améliore pas mes filières, si j'ai toujours du maïs, je ne change pas mes filières qui consomment moins d'eau, je ne change pas mes paysages pour éviter que mon maïs soit exposé au vent, donc à l'évaporation, donc à la transpiration, donc à la perte en eau, si je ne change pas fondamentalement mon système agricole, moi j'appelle ça une maladaptation, c'est un pansement. Malheureusement, ces politiques du pansement court terme, l'irrigation, la génétique, vous les connaissez tous parce que c'est celles qu'on parle le plus souvent. Moi, je suis là pour vous parler d'autre chose aujourd'hui, c'est vous parler de l'arrivée de l'ère de répartition de ces cultures, du sol, mais également des paysages, donc des politiques long terme. Et qui dit long terme dit plus coûteuses, et qui dit plus coûteuses, qui disent moins intéressantes pour les politiques. Ceci dit, elles sont plus intéressantes pour l'agriculture. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de culture qu'on pourrait voir, et surtout les localisations peuvent être surprenantes, hein, Serge. Oui. Alors, dans le titre des vignes à Londres, pour commencer, c'est juste. Effectivement, la vigne remonte vers le nord de l'Europe. C'est une culture d'avenir sur la partie nord de l'Europe. Par contre, c'est pas que du positif. Je suis pas là pour vous dire non plus. Je suis factuel. Je suis pas là pour vous dire il faut juste remonter les cultures vers le nord et c'est réglé. En réalité, si ça monte vers le nord, vous pouvez vous douter aussi que ça disparaît par le sud. L'Espagne perd du potentiel de maraîchage, l'Espagne perd du potentiel de la vigne, le Maroc se désertifie. Chez nous, on a du maraîchage qui remonte, de la tomate, de la courgette, de l'oignon, notamment
en été, un peu plus de salade, de poireaux, de chou-fleur en hiver, puisqu'il fera un petit peu plus doux, de la vigne qui remonte en Bretagne. Alors, c'est pas juste des projections, ils le plantent déjà, hein. Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais ont déjà leur vignoble. Il y a certaines maisons de champagne qui achètent des terres à Londres. Par contre, des oliviers à Berlin, là non. C'est peut-être pas le cas encore. Les oliviers, certes, remontent, mais dans les modélisations agroclimatiques, ça remonte à Lyon, un peu Angoulême, vers Poitiers. Par contre, jusqu'à Berlin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un risque de gel tardif, hivernaux assez important. Et donc, ils peuvent tuer nos oliviers quand les oliviers ne résistent pas en dessous des moins 15, moins 20, ce qui reste quand même potentiellement atteignable à Berlin. Donc, faisons des adaptations, mais pas trop vite non plus. Super intéressant. Juste avant qu'on montre tes cartes, parce que ça va permettre à tout le monde de visualiser, puis surtout c'est un voyage dans le temps, je voudrais que je pense que tu disais les agriculteurs font des super choix, c'est eux-mêmes qui ont un peu le sens justement des adaptations, prendre des risques, mais par contre il manque un peu de soutien des politiques. Alors on voit bien, on a parlé tout à l'heure, que les politiques ont souvent une vision à court terme, mais qu'est-ce qui pourrait soutenir ces agriculteurs dans leurs choix ? Alors, très très bonne question. En réalité, quand on a l'arrivée de nouvelles filières, quand on a l'arrivée de changements de pratiques culturelles sur le sol, la modification des paysages, donc des morphologies qui se travaillent sur le long terme, économiquement parlant, il faut travailler aussi dessus. Et là, dans le contexte économique des agriculteurs, c'est pas aux agriculteurs, je dis qu'il faut travailler dessus. C'est aussi aux politiques d'être leaders pour tirer vers le haut ce qu'on appelle des filières. Parce qu'en gros, si vous plantez un abricotier à Poitiers, si vous plantez des oliviers à Bordeaux, si vous plantez de la vigne en Normandie, de la cacahuète du côté d'Agen, si vous plantez de la pistache du côté de Cavaillon, de la figue de Barbarie à Perpignan, ou alors de la nèfle à Montpellier, ou du kaki à Valence, voilà, je donne encore, il y a plein d'exemples. J'avais dit à Serge de donner plein d'exemples. Voilà, on les a les exemples, je peux encore en donner. Hein. Et en réalité, le plus simple, hein, alors c'est déjà compliqué, mais le plus simple, c'est de planter l'arbre, de planter la plante et de le récolter. Alors que c'est compliqué déjà, hein, je ne dis pas que les agriculteurs ont un travail simple. Le plus compliqué derrière, et c'est là où on a besoin des politiques, c'est la filière. La fourche à la fourchette, qui récolte, qui stocke, qui transforme, qui achète, les consommateurs, l'éducation, les AOC, les IGP, la gastronomie qui évolue avec, les nouveaux plats régionaux, etc. etc. Enfin, les habitudes alimentaires, d'intégrer ces goûts de ces futurs fruits dans nos paniers de dessert, etc. etc. C'est ça le plus long. Et c'est ça qui manque aux agriculteurs. Les pistachiers de Cavaillon, ils ont commencé à créer une filière tout seuls. Ils se sont mis à plusieurs, ils ont vu que l'abricotier, il subissait trop de gel, la vigne, beaucoup trop de forte chaleur en été. Du coup, on va passer au pistachier, parce que le pistachier, il fleurit un peu plus tard que l'abricotier, donc il évite le gel d'avril. En plus, il est plus résistant aux fortes chaleurs et aux sécheresses, puisqu'il vient du Moyen-Orient. Et donc, on résout ces problématiques-là, mais qui achète derrière ? C'est-à-dire que si l'État n'investit pas dans ces futures filières, et je vous dis, il faut 30 ans pour créer une filière sur un territoire, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, pour 2050, on n'y arrivera pas. Il faut un ensemble d'acteurs économiques qui se mettent en route. Les industries agroalimentaires commencent, les politiques, c'est un petit peu plus long. Ouais. Et sans trop se flageller, parce qu'on dit toujours que la France fait en ce moment moins bien que les autres, il n'y a pas de pays à tes yeux qui ait cette vision à long terme, quoi. Non. Alors, on a des visions, encore une fois, je vous dis, sur les adaptations sur le sol, sur l'irrigation, sur la génétique, sur parfois les OGM en dehors de l'Europe ou sur la génétique classique en Europe. On a ces adaptations-là, qui sont, je ne le dis pas, mais ce sont des adaptations aussi. Par contre, au niveau européen, quand je vous parle de biogéographie, c'est-à-dire que la pomme golden qui sort des frontières françaises, qui part en Allemagne, qui part en Belgique, que l'abricot qui sort de l'Espagne et qui remonte sur la France, cette coopération qu'on doit avoir entre les pays, on ne l'a pas. En réalité, quand vous allez à l'Union européenne, vous parlez de biogéographie, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette adaptation d'espèces, spatialement parlant, elle n'existe pas encore dans les politiques européennes. Mais Serge, ce que tu dis aussi, c'est qu'il ne faut pas jeter l'irrigation, il ne faut pas jeter la génétique. Mais en fait, c'est un cocktail de solutions en fait, que tu proposes. C'est-à-dire qu'il faut prendre un petit peu de... Un petit peu de tout. Ouais. Et ça dépend des régions. Ça dépend des sols et ça dépend des microclimats. Ouais. Ça rajoute de la complexité. En agriculture, il n'existe pas de solution miracle. Je viens pas là pour vous donner la recette miracle pour votre jardin, pour votre pruneau d'Agen, pour le pinot de Charente. Non. Je viens pour vous dire que la solution est une multitude de solutions. À partir de là, vous avez déjà compris la moitié du problème.
C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir une réserve de substitution, une irrigation. Si on ne travaille pas sur le sol, sur les haies ou sur une espèce comme le maïs qui consomme moins d'eau, on n'y arrivera pas. Par contre, si vous avez une irrigation au goutte à goutte sur de la tomate, que vous avez de la tomate un peu plus au nord, qui poussera du coup un petit peu plus au nord avec des variétés qui consomment un petit peu moins d'eau, un sol vivant, couvert, entouré de haies pour éviter le vent, là vous avez une multitude de solutions. Les haies vous évitent le vent, l'évapotranspiration. La tomate résiste mieux à la sécheresse. Le couvert végétal vous protège l'eau à l'intérieur du sol. L'irrigation vous permet de passer les coups durs en été si c'est au goutte à goutte, etc., etc. Chaque petite solution apporte une réponse au problème. Okay. Donc des solutions complémentaires. Et puis surtout pas mal d'imagination. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de bière de sorgho, c'est ça ? Oui. Alors, il faut savoir que souvent, on m'a dit, on m'a fait la réflexion, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on m'a fait des réflexions aussi. On m'a dit, mais monsieur Zaka, vous vantez les mérites de la cacahuète et de la pistache, mais est-ce que c'est ça notre alimentation de demain ? Est-ce que c'est la souveraineté alimentaire ? Alors, je provoque en disant cacahuète, pistache, parce que ça fait un peu exotique, mais en réalité, quand vous allez dans d'autres pays, ils n'ont pas la même alimentation. L'Afrique n'a pas la même alimentation que la France. Le Moyen-Orient, je suis libanais, n'a pas la même alimentation. Le pois chiche, on en fait du houmous notamment, c'est une des bases de notre alimentation. C'est pas le riz, c'est pas les pâtes qu'on mange chez nous, c'est le pois chiche que vous retrouvez dans les falafels, que vous retrouvez dans le houmous et qui d'ailleurs apporte des protéines végétales. C'est-à-dire qu'en accompagnant ces évolutions agricoles, il faut accompagner aussi les évolutions gastronomiques de ce que vous allez manger, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc oui, le sorgho, en Afrique, il est très utilisé pour de la bière, pour aussi des céréales accompagnées en féculents. Le pois chiche, il est très utilisé pour le houmous, pour aussi certains plats libanais. La pistache, la cacahuète, chez nous, c'est l'apéro. Mais je peux vous dire qu'en Afrique, c'est pas l'apéro. C'est comme la crème fraîche, ils mettent du beurre de cacahuète avec le poulet, par exemple. En fait, ça rentre dans des plats. Au Moyen-Orient, vous le savez, la pistache, c'est une base de nos desserts. C'est comme si vous mettez de la farine dans un gâteau en Europe. Et en fait, il faut vraiment pousser plus loin notre alimentation, voire pousser nos frontières et adapter notre alimentation aussi. Alors oui, c'est provocateur, mais dans l'avenir, peut-être que nos enfants et nos petits-enfants se diront de la bière de sorgho, ça sera peut-être classique dans les rayons. Des biscuits de sorgho, il y en a quelques-uns d'ailleurs à Toulouse, c'est là où le sorgho émerge. Eh bien, il y en a actuellement du côté de Toulouse. Il faut vraiment aller plus loin que juste se dire... j'adapte mes cultures ici à Londres et puis à Berlin, et puis c'est réglé comme problème. J'essaie de récapituler des solutions multiples. On s'interdit rien, beaucoup d'imagination. Et puis je voudrais que tu nous réexpliques un peu cette notion de paysage, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux une vision quasiment holistique, c'est-à-dire des décisions, c'est-à-dire qu'il il y a certains paramètres à pas oublier, quoi, si on va se lancer dans certaines productions. Alors au niveau paysager, c'est très important. Une partie des solutions de ma science, l'agroclimatologie, vient du paysage. Par exemple, si on a, c'est pas agricole, hein, c'est même pas génétique, c'est même pas la façon, la variété ou l'espèce qu'on cultive. C'est vraiment la structure du paysage. On l'a vraiment oublié. Si vous regardez ce qui s'est passé ces 50 dernières années en Europe, on a simplifié nos paysages. On a enlevé les talus, on a enlevé les murets, on a enlevé les haies. Ce qui à une époque était valable parce qu'il fallait absolument sortir de la Seconde Guerre mondiale en évitant les risques de famine, donc en accentuant la pression agricole. Mais maintenant, on peut revenir sur certains aspects, parce que les risques de famine en Europe se sont quand même assez éloignés. Je ne pense pas qu'ils vont revenir, même dans un cadre de changement climatique. Ce n'est pas le cas en dehors de l'Europe, je le dis. Donc, il faut recomplexifier nos paysages. Là, quand vous mettez une goutte d'eau sur un paysage, elle va glisser, il n'y a rien qui la retient, elle va directement aller au ruisseau, et puis à la mer. Il n'y a pas que l'agriculture, d'ailleurs, aussi les villes qui débordent sur nos zones humides, sur l'imperméabilisation de nos sols. L'objectif dans l'avenir pour garder notre eau, c'est de ralentir sa course sur le continent, une bonne fois pour toutes. Parce qu'on l'a accéléré, on a enlevé toutes les haies, c'est à lui que je vous dis. Donc, ralentir sa course, c'est remettre des haies intelligemment, je ne dis pas d'en mettre partout non plus, dans le sens du vent dominant pour couper le vent, ou dans le sens de l'écoulement de l'eau pour freiner sa course, pour lui donner le temps de s'infiltrer dans nos nappes phréatiques. Certains murets, certains talus peuvent réapparaître, ou certaines rigoles, au lieu d'avoir une pente sur un vignoble, on peut avoir un escalier. Les coûts de production sont cependant plus importants, je tiens à le préciser, il n'y a pas de solution miracle. Avec un escalier, l'escalier, au lieu d'avoir une pente, un toboggan, l'eau va plutôt
s'attarder un petit peu plus longtemps sur les parties plates des escaliers et donc s'infiltrer un peu plus longtemps. En fait, il faut absolument, ça s'appelle l'hydrologie régénérative, hein. Infiltrer, répartir, stocker et gérer cette eau au niveau d'un paysage qui demande une coopération entre les acteurs du paysage et les agriculteurs. Parce que si un agriculteur vous replante des arbres pour protéger ses sols, éviter que le soleil tape dessus, si un agriculteur vous met des murets, si un agriculteur vous remet des haies, ou si un agriculteur change sa façon de travailler le sol pour mieux protéger son eau dans le sol, mais que tous ses voisins ne le font pas, ça ne va rien changer. C'est une évolution paysagère qui demande du coup un chapeautage, un leader politique qui le fasse. Donc c'est un éloge de l'adaptabilité et du bon sens aussi, hein. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu parce que tout à l'heure, on voit bien que l'Europe, il y a plein de solutions. Il faudra investir aussi, accepter de payer plus cher peut-être, mais avoir cette vision à long terme. Mais tu as parlé aussi un petit peu du nord de l'Afrique, je sais que ça t'intéresse. Et par rapport au désert qui vient, alors c'est pas simple, hein, il y a un dérèglement, on le voit bien aujourd'hui à Toulouse. Mais est-ce que eux, dans les zones très désertiques, de plus en plus chaudes, il y a aussi des solutions? Est-ce que tu t'intéresses à tout ça? Alors vous pouvez vous douter, je vous ai dit, je dis les choses clairement. Et là, je veux dire les choses clairement aussi. Alors, on a parlé de beaucoup d'adaptations, de solutions. Il faut savoir qu'on a quand même eu 2 milliards d'euros de pertes de rendement, ne serait-ce qu'en France, sur les gelées tardives. Des centaines de millions de pertes sur le Il y a des arbres qui n'ont pas fleuri, hein, tu m'as dit. Il y a des arbres qui ne fleurissent plus aussi, notamment ce printemps, parce qu'il fait plus suffisamment froid en hiver. Je ne sais pas si les cartographies, on pourra les diffuser, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, on a des pertes de rendement conséquentes chez nous. Espagne et Afrique. On me dit qu'on n'aura pas de carte, malheureusement, mais c'est pas grave. On va les imaginer. On les imaginera, oui. Voilà. Donc, Espagne, nord de l'Afrique. Ouais. Sur l'Espagne, le nord de l'Afrique, là, c'est plus complexe. Certes, nous, on a des pertes de rendement. On est plus en train de parler d'adaptation. Okay, donc, moi, quand je travaille avec des acteurs politiques ou économiques français, c'est plus quelles sont les sources d'adaptation. Le sol, les haies, enfin, tout ce que je vous ai dit. En Afrique, c'est différent. En Espagne, c'est différent. Quand on vient me voir, on me dit à partir de quand je ne pourrai plus. C'est-à-dire qu'on a mis toutes les cartes de l'adaptation sur le terrain et il y a un moment... Toutes les fameuses solutions dont on a parlé. C'est ça. Il y a un moment, quand le climat se réchauffe, jusqu'à plus 3 degrés notamment et au-delà, il n'y a plus de solution. Je suis clair avec vous, il n'y a plus de solution. La première solution, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour éviter qu'on passe au-dessus des plus 3 degrés en Europe. Ensuite, avant ces plus 3 degrés, on a quelques solutions, mais au-dessus, c'est la désertification. Une désertification, c'est une mort du sol. C'est-à-dire que même en mettant des végétaux, vous ne pourrez plus les faire pousser parce que les bactéries qui aident les racines à récupérer tout ce qui fait la plante ne sont plus là. Hein, on est clair, il n'y a plus que des cactus. Le nord de l'Afrique, le sud de l'Espagne, dans des scénarios qui ne sont pas forcément les plus chauds, sont en désertification. C'est une perte de puissance agricole. Pour nous, c'est intéressant, parce qu'on a des filières qui remontent sur nos territoires, à condition bien sûr de maîtriser l'eau, pas comme ils font en Espagne. Je ne dis pas, d'irriguer comme ils font. Par contre, pour eux, c'est une perte agricole. Une perte agricole, ça veut dire quoi? Perte de l'économie du territoire, déplacement dans les villes, surpopulation dans les villes, migration. C'est ce qui va se passer dans les prochaines années si on continue à émettre des gaz à effet de serre. Donc la problématique agricole d'un territoire concerne aussi les hommes et les femmes qui travaillent avec cette agriculture. Et ça, c'est très important. Ce fameux stress thermique dont tu parlais aussi au début, dans certaines zones, en fait, on ne pourra rien faire. Enfin... Il y a des gens qui me disent sur les réseaux sociaux, mais vous savez, il y a des OGM qui résistent à de fortes chaleurs. Alors oui, peut-être qu'on peut gagner 1-2 degrés de résistance, mais vous ne trouverez pas un maïs dans le sud-ouest de la France qui résiste à 45. Vous ne trouverez pas un abricotier, une vigne qui résiste à 45, 46, 47 en Andalousie, et vous ne trouverez aucune culture comestible à 50 degrés, sauf la figue de Barbarie. Il y a un moment... Il faut arrêter de se dire que cette fuite à l'avant de l'adaptation, de trouver des solutions, il y a un moment à plus 3 degrés, je vous le dis, même moi, il n'y aura plus de solution. Hein, donc la seule solution, je le répète, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour éviter d'arriver à ces frontières où même l'évolution de la biogéographie n'est plus suffisante. Alors sur le nord de l'Europe, sur le Canada, la Russie notamment, peut-être qu'on pourra en parler sur la géopolitique du blé, hein, mais... Sur ces régions-là, là c'est positif. Ouais.
Voilà, c'est positif, ok, mais il y a beaucoup de populations qui Il y a habitent une en vraie Méditerranée. inégalité géographique qui va continuer à se creuser. C'est ça. Et il faut changer nos comportements. Justement, avant de parler de géopolitique et surtout d'ouvrir toutes les questions à la salle, parce que ça nous concerne tous, je voulais que tu nous parles d'un de tes autres passe-temps, en dehors d'avoir planté des arbres fruitiers. Chasseur d'orage, pourquoi et en quoi ça peut aider à la compréhension de notre environnement et peut-être à nous aider à changer de comportement? Alors, pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis chasseur d'orage. Alors, c'est pas le mec qui va faire fuir les orages. On me l'a déjà dit, il est repoussé avec des rituels sataniques. Non, c'est pas ça. Parce qu'on l'a déjà fait comme remarque. Hein, voilà. Par contre, chasseur d'orage, c'est, on va dire, reporter climatique de terrain. Pour faire un peu journalistique, c'est une personne qui va aller regarder ce qui se passe lors des épisodes d'orage, de tempête, de neige aussi, c'est pas que les épisodes orageux, et qui prend des photos, qui fait des reports scientifiques. Donc il y a 2 branches, bon il y en a 3 en fait, l'aventure, ça c'est l'adrénaline, tout ça, d'ailleurs voilà, vous le voyez. Après il y a la branche plutôt artistique, photographique. Les photos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux d'orage, c'est aussi très beau. Et la dernière est scientifique. Et c'est ça qui nous intéresse. Hein. C'est-à-dire que comprendre un phénomène orageux, c'est pas juste le regarder par les images satellites. C'est aller sur le terrain et voir ses conséquences locales qu'il peut avoir sur les zones inondables, aussi sur les villes, mais aussi sur nos campagnes, mais aussi sur nos forêts, nos cultures. Donc en réalité, c'est ma partie terrain de la connaissance des extrêmes climatiques sur nos forêts et sur l'agriculture. En réalité, c'est entre guillemets, pour faire jeune, un kiff personnel parce que j'adore l'adrénaline, mais derrière cela, il y a aussi une volonté scientifique de comprendre ce changement climatique et de le voir sur le terrain et ses impacts sur nos campagnes. Les fameux épisodes Sevenol aussi, hein, qui sont très intéressants, qui permettent d'en savoir plus. Le chapeau, tu as eu l'idée au Canada, c'est ça? C'est la grande question. Alors oui, j'ai fait un stage au Canada. Et au Canada, on a l'obligation, ils sont très en avance par rapport à nous d'ailleurs, quand il fait plus de 30 degrés, on a l'obligation d'avoir un couvre-chef. Tous les travailleurs extérieurs ont l'obligation. Cette loi n'existe pas en France. Pas encore. Après, à 35 degrés, on a l'obligation de ne plus travailler. Cette loi n'existe pas en France. Alors, du coup, moi, j'ai eu l'obligation de porter un chapeau entre 30 et 35 pour faire des mesures dans les vignes de glace, dans les vins de glace. Les vins de glace, c'est des vins qu'on récolte plutôt en novembre, décembre, janvier. C'est dans l'ouest, l'Ontario, ouais. Vers les grands lacs. Et en fait, ces vins de glace, vu que la vigne, le raisin gèle, l'eau se rétracte et donc il reste le sucre. Et donc c'est des vins très sucrés et très bons d'ailleurs. Et c'est vraiment très très local et c'est les premiers producteurs mondiaux, l'Ontario. Je voulais étudier ces vins, sauf qu'ils ont un climat continental. Il n'y a pas que la glace, il y a aussi les canicules en été. Et donc on m'a donné un chapeau et on m'a dit il faut que tu le portes, c'est obligatoire. Et donc là-bas c'est les chapeaux de cow-boy qu'ils ont, c'est leur. C'est obligatoire d'avoir des chapeaux à bord large pour couvrir les épaules. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à porter des chapeaux. Voilà, vous le savez tout. Il n'y a rien de spectaculaire, mais en réalité, ma réponse un petit peu plus journalistique, c'est ça relie l'aventure, la chasse à l'orage et l'agriculture. Le chapeau relie les 3 en même temps. Indiana Jones, le cow-boy et la chasse à l'orage qui est américaine en réalité, le cow-boy aussi. Voilà. Bon, ça c'est la réponse un petit peu plus... Sur le côté géopolitique, on voit bien effectivement que l'Europe, on a de la chance dans tout ce que tu nous décris, dis, prédis. La Russie aussi, enfin le Canada. Mais parlons un peu de géopolitique. Enfin, comment tu ressens les choses? Alors, je dirais pas que l'Europe a de la chance quand même. Peut-être que j'étais un peu trop positif, mais tout le sud de l'Europe, ils n'ont pas de chance. Hein. Jusque même au sud de la France. Hein. Le sud de la France. Même Toulouse. Hein. En réalité, les adaptations sont complexes. Par contre, il y a tout le nord de l'Europe. Il y a tout le nord du Canada. Là, je veux parler de positivisme, mais je ne suis pas convaincu de ce que je vais dire. Hein. C'est-à-dire que le climat se réchauffe. Ok, vous êtes d'accord ? Le nombre de jours de gel diminue au printemps, à l'automne sur les latitudes élevées, notamment la Russie. C'est-à-dire que la fenêtre de culture hors gel s'agrandit. Ça veut dire que le potentiel agricole s'agrandit. Ça veut dire que le potentiel de variétés qu'on peut implanter de blé, de maïs, de betteraves sucrières, etc., il devient plus important. En plus de cela, il y a de l'eau qui va tomber en quantité dans le nord de l'Europe. Parce que le changement climatique, c'est pour ça qu'on parle de changement et pas de réchauffement. Le changement, il fait qu'on a moins d'eau dans le sud de l'Europe et plus dans le nord.
Donc c'est pas juste, c'est pas unidirectionnel l'eau, hein, je le rappelle. La France est à cette limite. Dans le nord de la France, suivant les scénarios, il est potentiellement possible qu'on ait plus d'eau. C'est pour ça qu'on peut avoir des excès d'eau en même temps que de déficit d'eau dans le sud. C'est pour ça que parfois on entend sécheresse dans les Pyrénées-Orientales et inondations dans le nord de la France. C'est un des résultats du changement climatique, hein. Donc il y aura plus d'eau. En plus, il y a plus de CO2. Le CO2 favorise la photosynthèse, à condition qu'il y ait de l'eau dans les sols pour utiliser ce CO2. S'il n'y a pas d'eau dans les sols, même s'il y a plus de CO2, on n'utilisera pas ce CO2. Donc pour ces raisons-là, le nord du Canada et le nord de l'Europe gagnent des potentiels agricoles et verdissent. Il y a aussi la fonte du pergélisol qui est retournée ensuite. C'est pas ce que je veux, hein. Mais les Russes, ils en ont rien à foutre du changement climatique. Le pergélisol, ils le retournent pour planter des cultures. Donc il fait moins froid, on gagne des terres agricoles. Et le dernier point est plutôt politique et économique. Vu qu'on a mis pas mal de restrictions d'échanges avec la Russie, elle a été obligée de se structurer agricolement pour pouvoir se nourrir elle-même. Donc elle s'est recentrée sur elle-même et donc elle a structuré ce qu'on appelle les filières agricoles. C'est qu'elle a structuré donc la production, transport, les ports, l'échange, les ventes. Et la Russie est passée, grâce au changement climatique, d'importateur net, donc elle ne produisait pas suffisamment de blé pour nourrir sa population, et maintenant c'est le premier exportateur mondial. C'est-à-dire que la Russie a la main mise sur le blé, c'est le titre d'un documentaire chez Arte, d'ailleurs vous regarderez sur internet. Suivant son humeur, elle peut faire varier les prix du blé. L'annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, une sécheresse en Russie. Cette sécheresse en Russie a créé un embargo sur le blé russe. Et cet embargo, vu que 95% du blé de l'Égypte vient d'en dehors de l'Égypte et du Liban, du nord de l'Afrique aussi, elle gagne des marchés chez nous, qu'elle nous les rafle à l'Union européenne, eh bien, sont dépendants de la Russie. Et lorsqu'il y a des problèmes politiques, ils ont juste à faire augmenter les prix du blé. Tous les prix du pain augmentent et les printemps arabes sont notamment l'étincelle des printemps arabes. Bon, il y avait l'accumulation de problèmes politiques, mais l'étincelle, comme beaucoup d'étincelles comme la Révolution française, c'est le prix du pain qui a augmenté. Et ce prix du pain, il était dû à une sécheresse en Russie. Donc c'est le changement climatique. Une autre arme. Mais tout est interdépendant, c'est ça qui est absolument fascinant dans ta vision. Moi, je suis assez partisan parce que ça nous concerne tous. Peut-être d'ouvrir une ou deux questions si vous en avez. En tout cas, assez vite. On va vous passer des micros, monsieur. On va vous passer un micro. Et puis tu nous parleras aussi de tes plantations, mais ça quand on aura le temps. Oui, c'est là. Levez le... Voilà. Vous avez parlé des pertes financières liées au gel cette année en France. Je me posais la question si finalement la solution ne va pas venir des assureurs qui vont juste refuser de supporter certains types de cultures. J'en parlais hier justement avec les agriculteurs bio d'Angoulême à la Chambre d'agriculture et qui me faisaient une liste de tous les problèmes avec les assureurs. Et cette liste, elle se complète à chaque fois que je me déplace. Alors, je rectifie juste, le gel de 2021, c'est pas Londres, c'est celui de 2021 avec 2 milliards d'euros. Mais après, on en a eu tous les ans, hein. Et c'est à cause de l'avancée de la floraison des végétaux. Vu qu'il fait doux en hiver, nos végétaux sont plus sensibles au gel d'avril, alors qu'il y a toujours eu du gel en avril, mais avant on n'en parlait pas, parce que nos bourgeons étaient fermés, ils n'étaient pas sensibles. Donc ça, c'est une adaptation qui peut se régler avec la biogéographie notamment, et les variétés. Du coup, je reviens sur les assurances. Je prends par exemple l'un des principaux problèmes de l'assurance. Déjà même les assurances ne sont pas rentables à ce sujet. Ils le disent elles-mêmes, elles se rentabilisent avec d'autres assurances sur les voitures, sur les industries, ça rentabilise l'agriculture qui n'est pas fondamentalement rentable. Et deuxième point, c'est que il faut avoir une référence de rendement pour pouvoir rembourser. Si on est en dessous de cette référence, on peut indemniser. Si on est au-dessus, il n'y a pas besoin. Cette référence, elle est basée sur les 5 dernières années agricoles. Ok ? C'est-à-dire que maintenant qu'on enchaîne les éléments climatiques de plus en plus nombreux, le gel, les canicules, les sécheresses, les excès d'eau, nos moyennes de rendement sont plus basses parce qu'on a eu des pertes de rendement ces 5 dernières années. Donc quand on fait la moyenne des 5 dernières années, elle est basse. Et donc le seuil de rendement n'est plus aussi haut qu'avant. Et donc il diminue en même temps que l'assurance. Enfin, l'assurance, l'indemnisation diminue en même temps que le changement climatique avance. Donc pour moi, il ne faut pas se dire je vais garder mon pommier golden, je vais garder mon maïs ici, puis je souscris à une super assurance et quand j'ai des pertes de rendement, c'est réglé. N'oublions pas qu'il faut aussi produire à manger et puis que ces assurances-là ne sont pas non plus éternelles parce qu'elles sont très déficitaires. Donc des agriculteurs de moins. Ah, allez-y, monsieur, je crois que vous avez...
Non, attendez, on va vous redonner le micro parce qu'il y a des gens qui nous suivent en streaming. C'était plutôt justement, vu que ces produits d'assurance vont devenir soit beaucoup plus chers, soit ne vont plus exister, est-ce que ça ne va pas forcer les agriculteurs à entamer le changement que vous préconisez? Je pense. Alors, je pense qu'il y a d'autres aspects qui peuvent entamer les changements, notamment les pertes de rendement, notamment la perte d'utilité sociétale quand on a des pertes de rendement régulièrement. Alors, je ne pense pas que ce soit le prix des assurances ou ça qui pourrait les pousser à faire évoluer leur culture. Je pense que ce qui pousserait à faire évoluer leur culture, c'est surtout les aides financières qu'ils peuvent avoir et les évolutions de consommation qui les aideraient à passer à de nouvelles filières. Mais c'est une question qui peut se poser, oui, mais je n'aurai pas la réponse à 100%. Voilà. Et sans vouloir répondre pour Serge aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu expliques bien, en dehors effectivement d'être moins indemnisé, puis on sait bien que les assurances trouvent toujours des petits stratagèmes pour indemniser le moins possible, mais c'est beaucoup d'investissement, hein. C'est ça, de la part des agriculteurs, de relancer une filière, de se structurer, et ça, c'est ce manque d'accompagnement en fait que tu regrettes en fait. Pour faire le lien avec l'assurance, il y a plusieurs assureurs ou banques qui sont venus voir en me disant « Mais nous, dans nos plans de financement, quand on installe des jeunes agriculteurs ou dans nos plans d'assurance, on n'a pas le pistachier, on n'a pas l'abricotier à Angoulême, on n'a pas l'olivier en fait à Bordeaux. C'est-à-dire que quand ils arrivent avec leur nouvelle filière, nos outils ne sont pas adaptés à ces nouvelles filières. » Donc il faut que ils me disent de plus en plus, on veut devenir conseiller aussi en plus qu'assureur pour faire évoluer l'agriculture. Donc de plus en plus, on va travailler les centres de recherche ou les entreprises avec ces assurances pour qu'ils donnent un souffle aux agriculteurs en termes de conseils pour faire ces nouvelles filières. Mais pour l'instant, on en est encore très très loin pour faire des outils adaptés. Ça, c'est pas en claquant des doigts qu'on le fait aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur, on va vous donner un micro. Bonjour et merci pour votre conférence. Concernant la PAC, donc c'est un pilier indispensable pour nombre d'agriculteurs en termes de financement. Pourtant, ils se plaignent quand même assez souvent des contraintes qui leur sont imposées via ce canal. Comment pensez-vous qu'il est possible de faire une politique agricole commune pour toute l'Union européenne au vu du territoire qui est quand même assez vaste et des géographies assez différentes? Étant agroclimatologue et travaillant dans les microclimats, les différents terroirs, les différents types de sols, je considère que faire une administration uniformisée sur toute l'Europe avec des dates fixes d'interdiction d'épandage, par exemple, de purin ou d'épandage d'éjection animale pour fertiliser nos sols bio ou d'autres aspects d'interdiction, par exemple, de taille de certains arbres pour la nidification. Ce sont alors, il faut le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut couper tous nos arbres. C'est juste que faire une uniformisation européenne est juste stupide par rapport au nombre de climats que nous avons en Europe et au nombre de montagnes et d'altitudes. Donc je comprends les agriculteurs qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi à partir de je ne sais quel moment de l'année, je ne peux plus mettre mes fertilisations, mais c'est la même date sur toute la France. » Alors qu'il y a des différents climats et qu'on pourrait, dans certaines zones du Sud, peut-être mettre une date un petit peu différente, plus tardive. On me dit souvent « Je ne peux pas épandre pendant la saison froide » parce que les sols sont gelés ou qu'il y a des excès d'eau, ça peut provoquer des problématiques d'eau, mais si on est en pleine sécheresse hivernale, on pourrait peut-être le faire. Enfin, je dis des choses comme ça, mais il manque une certaine adaptabilité de notre administration à la diversité vraiment culturelle et sol de nos cultures. Et donc je pense que la PAC est bien, mais il faut absolument qu'elle soit centrée sur nos terroirs et pas nos pays. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Au fond, on va vous donner un micro. On vous écoute. Vous avez beaucoup parlé de l'adaptabilité des cultures avec le réchauffement climatique, mais vous n'avez pas parlé donc du mode de fonctionnement des cultures à l'avenir. Donc, je pense par exemple à la permaculture ou à l'agroforesterie. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis dessus? Ça aussi, en fait, c'est ce qu'on a beaucoup axé sur l'aire de répartition des cultures, parce que c'était le titre. Mais dans ces aires de répartition, si vous prenez un maïs et vous faites la même chose qu'on fait dans le Poitou-Charentes, mais à Lille, c'est pas une adaptation. Encore une fois, il faut plusieurs pièces de puzzle. Donc, par exemple, il y a l'agriculture de conservation des sols qui est très intéressante dans ces aspects-là. Moins de labour, plus de couvert végétal, plus de légumineuses.
le sol fait une très grosse partie du pourcentage des solutions. Okay, ensuite, il y a l'arbre, donc on retrouve l'agroforesterie. Il y a l'arbre qui peut être aussi très intéressant, absolument à développer à condition de mettre suffisamment de moyens, je crois que c'était la table ronde précédente, sur la science aussi, pour trouver des adaptations aussi dans l'agroforesterie. On n'en a pas suffisamment mis de recherche dessus, de financement dessus. L'arbre permet la maîtrise du microclimat. Tout ce qui permet la maîtrise du microclimat de la parcelle, c'est-à-dire quand on a une canicule, on n'a pas un sol nu, marron, qui se réchauffe rapidement, et qu'on rajoute 5 degrés en plus de la canicule dans nos parcelles. Le but, c'est de mettre de l'arbre, de mettre des haies, de mettre des arbres isolés pour nos animaux d'élevage. On n'a pas parlé des animaux, etc., etc. Ça, ce sont des solutions. Donc, c'est pas juste je prends mon maïs et il s'adaptera mieux à l'île parce qu'il a la température qu'il lui faut et de l'eau. Il faut aussi travailler sur la biodiversité de nos sols, la structuration de nos paysages. Ce sont des solutions, d'ailleurs, pour reprendre ce que vous disiez, ce sont des solutions qui sont à la fois favorables pour le climat, mais n'oublions pas la biodiversité. C'est favorable aussi pour la biodiversité. Est-ce qu'on a une dernière question? Levez bien la main. Bonjour. En fait, j'en ai deux, pour être plus précise, de questions. La première, vous avez évoqué par rapport au développement de nouvelles filières le rôle de l'État. En parlant notamment de la structuration, j'aimerais bien que vous précisiez ce point-là, puisqu'il y a aussi les interprofessions et les investissements privés. Donc du coup, comment faire en fait une sorte de nouvel équilibre dans tout ça? Il faut de tout. Hein. Et la deuxième, c'est par rapport à la biodiversité, le rôle de l'arbre, tout ce que vous avez évoqué là, juste à l'instant. Souvent, au niveau du terrain, quand c'est des solutions qui sont avancées, donc effectivement, il y a des agriculteurs qui sont convaincus qu'ils les appliquent. Et il y en a d'autres qui mettent souvent en avant le fait qu'au niveau de la rentabilité économique et notamment les externalités positives qui ne sont pas intégrées au niveau du prix, ils ne s'y retrouvent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer par rapport à ce constat-là? Alors ça, ce n'est pas aux agriculteurs qu'il faut proposer, c'est aussi tout ce qui est rémunération, c'est plus que l'agriculteur, c'est ce qui se passe après, sur le consommateur, sur la chaîne de transformation, etc., la chaîne de revente. Pour qu'un agriculteur puisse faire des transitions, comme tout changement dans le métier, il faut des moyens financiers. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui est sur la Lune et se dire tout se fait sans argent. Il faut des moyens financiers, il faut un soutien aussi de la population. Et ces moyens financiers, on les a comment? En comprenant que l'alimentation et sa production et son évolution nécessitent aux consommateurs d'acheter plus cher. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je ne peux pas acheter plus cher, etc. Tout dépend de vos priorités, en fait, dans votre portefeuille. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va dépasser le temps. Mais on est plus dans une société de mensualisation. Regardez vos mensualisations. Qu'est-ce qui vous est essentiel? Est-ce que c'est manger ou avoir un abonnement à Netflix? Voilà. Alors, il y en a, ils vont dire, c'est manger des pop-corn devant Netflix. Je vais leur dire, réfléchissez peut-être, regardez, faites votre bilan mensuel de votre part de nourriture, votre part de tourisme, etc. Est-ce que c'est aller faire un week-end à Prague, prendre l'avion, juste pour un week-end parce qu'il y a une promo chez Ryanair? Ou est-ce que peut-être cet argent-là, j'aurais pu le garder pour augmenter l'impact de mon alimentation, enfin diminuer du coup l'impact de mon alimentation du mois passé? Bon, ça c'est le rôle de chacun, c'est pas à moi d'investir dans votre portefeuille. Et le dernier point sur les filières, je considère que les interpros, l'État, tout ça, en fait l'État doit chapeauter. C'est comme pas un régulateur parce qu'on va me dire que je suis communiste, mais l'État doit chapeauter, comme il a fait par exemple pour la Bretagne quand il a investi pour que la Bretagne investisse. Bon, peut-être pas avec ce qui se passe avec l'eau maintenant, mais en tout cas, il a dit « Je veux que la Bretagne devienne une territoire agricole d'avenir pour la France ». Il y a 60 ans, ils ont fait ça. C'est un petit peu pareil, c'est chapeauté, mais après, il faut aussi que tout le monde s'y mette au sein de ces filières-là, au sein de ces interpros, au sein des centres de recherche, au sein des entreprises agroalimentaires, au sein des agriculteurs. C'est tout. Il ne faut pas non plus attendre que l'État, la providence divine, nous donne les ordres et puis qu'on le fasse. C'est plus une histoire de leader. Et c'est ce qui manque. Ce sont des leaders politiques. Et avant même d'avoir des leaders, il faudrait juste d'ailleurs qu'on ait des politiques. Voilà. Alors Serge Jacquin, bravo. Merci beaucoup. Est-ce que le problème fondamental, le problème de fond, c'est pas finalement que tous les proverbes liés à la météo sont maintenant caduques? Ils sont décalés, c'est fini. Alors je vous donne le proverbe le plus connu, Noël au balcon, pas cotisons, ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que s'il fait chaud à Noël, il y a une chance sur deux qu'il fasse chaud ou froid à Pâques, donc c'est pile ou face. Et puis l'un des Noëls les plus connus, les dictons, c'est les saints de glace.
celui-là, il était valable, mais dans un contexte de changement climatique, vu que les gelées regressent, eh bien, nos seins de glace seront les seins plutôt de fin avril au lieu des seins autour du 11 mai. Voilà. Quelle tristesse. Merci encore, Serge Jacquat, Merci bravo. à vous. On se retrouve dans quelques instants. On parle transport, climat, mode de vie et on parle de la seconde révolution électrique. À tout de suite.